vers les invisibles, car ceux qui suivent l'attrait de leur sens souillent leur âme et perdent la grâce de Dieu. Donc vous voyez déjà, disons, cette forme, pour ceux qui avaient suivi donc, le cours de Christine sur l'idée de Platon, entre cette... disons, vous retrouvez toute cette philosophie, vous la retrouvez fortement donc, dans les premiers chapitres du manuel du soldat chrétien d'Erasme, en fait où il part de Platon et il met cette idée que l'homme, entre l'ange, entre sa partie spirituelle et sa partie purement animale, comment l'homme doit gérer et s'autogérer, comme on gère une république, et dompter les instincts pour les recanaliser, les mettre au service du bien. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui va marquer toute cette époque. Et donc, il faut bien se rendre compte que ça part, qu'il y a une forte condamnation d'une espèce de corruption morale et personnelle, parce que ces gens-là sont encore en train de... Ils sont dans un monde où la corruption est énorme. Donc, il y a une très forte exigence qui pose. Alors... pour vous donner une illustration donc, de quelle forme ça prend, j'ai pris donc le tableau de Jérôme Bosch qui s'appelle le char de foin. Alors, dans la Bible, bien sûr, il y a des passages où on dit que la recherche quand l'homme cherche la vanité et la gloire, c'est comme du foin. C'est-à-dire, alors, donc ce que vous voyez sur ce tableau, c'est qu'ici, vous voyez, c'est un peu la bulle des subprimes de l'époque. C'est-à-dire que, parce que le foin ici c'est l'argent et c'est la richesse. Donc derrière le char de foin, vous avez le pape, vous avez tous les ducs, et les empereurs aussi sur les cheveux blancs qui suivent le char de foin. Parce qu'ils courent derrière la BCE pour voir. Alors vous avez donc au sommet, là c'est Hollywood. Alors vous avez un diable avec une énorme trompe. Alors, pour comprendre Bosch, en fait, il faut apprendre le néerlandais. Parce que tout ça, ce n'est que des jeux de mots, des blagues, des contrepétries. Ça n'a rien à voir avec le surréalisme ou avec des gens qui s'autodétruisent avec du LSD. C'est purement basé sur des rébus, sur des jeux de mots, sur des contrepétries. Par exemple, vous voyez, il y a une énorme trompe, parce que ça vient de tromper. Et tromperen, à l'époque, en flamand, c'était tromper, c'était tricher, c'était tromper les gens. Donc là, vous voyez là, ils sont bien enfermés dans leur petite bulle. Ça, c'est l'ivrognerie, vous avez là. Et vous avez ici l'hibou, qui dans l'imaginaire des Pays-Bas, le hibou est le symbole en fait du mal. C'est pas comme à Athènes où l'hibou est la sagesse. Et plus tard aussi en Espagne. Pourquoi les hiboux? Parce qu'à l'époque, on utilisait les hiboux pour la chasse. C'est-à-dire qu'on prenait un arbre, on effeuillait les branches, et on mettait de la colle sur les branches. Et on mettait un petit hibou attaché avec une petite chaînette. L'hibou faisait hibou, hibou, hibou. Et du coup, les autres oiseaux venaient, ils étaient attirés en fait par le cri de l'hibou. Les autres oiseaux venaient, ils se collaient dans la glu. Et donc, les chasseurs, le matin, ils allaient mettre la glu. Pendant la journée, ils dormaient. Le soir, ils allaient ramasser tous les oiseaux et pouvaient les manger. Et donc, la métaphore ici, c'est que c'est le côté que le diable et que le péché, en fait, est toujours présenté sous sa forme la plus attractive. Donc, on est attiré par les sirènes, par les belles choses. Et en fait... on va s'engluer dans ce truc-là, et une fois qu'on est dedans, on a beaucoup de mal à s'en sortir. Et donc, il y a cette tromperie du romantisme, des belles choses, des choses bien sympathiques, bien agréables, qui en fait vont nous ramener plutôt vers le bas, plutôt qu'autre chose. Vous voyez aussi, alors ici devant, vous avez tous les diables qui tirent le char de foin, pour l'amener vers l'enfer. Parce qu'en fait, c'est un triptyque. Et donc, à droite, il y a l'enfer, à gauche, il y a le paradis. Et là,
au lieu d'aller au paradis, tous ces gens-là sont amenés dans l'enfer, suivant évidemment la course à la cupidité les amène à être complètement obsédés par leur gratification personnelle et de s'emparer de ces soi-disant richesses, ce qui les amène à leur propre chute. Donc ça, c'est le genre de... Alors, ce char de fond a vraiment existé. C'est-à-dire qu'en 1558, lors de l'Ommegang, c'est-à-dire le grand pardon à Anvers, quand il y a eu la grande fête, il faisait en fait des chars allégoriques qui étaient tirés dans la ville. Et littéralement, on a les écrits où les gens ont fait... D'ailleurs, on pourrait peut-être organiser ça, nous, ici à Bruxelles, un jour. Organiser un énorme char de foin avec des gens qui courent derrière. Donnez-moi du foin, je veux faire du blé. Je veux faire... Avec des faux billets. Avec des faux billets ou disant... Mais vous imaginez un peu parce que Bosch, à Anvers, Bosch était en fait directement lié au comité des fêtes en fait, de la ville. Les gens qui ont formé Bruegel, avec Jérôme Koch et l'imprimerie aux 4 vents. Il y avait tout un comité, disons, avec les chambres de rhétorique. Il y avait tout un, disons, cette renaissance flamande où vraiment les gens se sont, disons, s'il y a une chose qui a amené l'Espagne à sa chute, c'est que l'Espagne, disons, Philippe II, a fini par interdire, c'était une fête populaire annuelle qui existe encore à Gand, ça s'appelle les fêtes de Gänsefiest, aujourd'hui les fêtes de Gand, où pendant une semaine, comment ? Un peu le déluge. C'est un peu n'importe quoi. Mais à l'origine, le carnaval aussi, c'est un peu des sous-produits de toutes ces traditions qui étaient très fortes dans le Brabant, de culture urbaine, d'amusement populaire, mais où les gens sortaient dans la rue, ils faisaient des poèmes, ils faisaient des chants, ils faisaient des pièces de théâtre, ils faisaient des chars allégoriques, tout ça pour bien sûr sortir ce qu'on avait sur la patate, mais aussi pour éduquer pour provoquer une crise de conscience, de rendre les gens conscients de leurs conditions. Donc quand Philippe II est arrivé, il a dit tout ça c'est de la merde, je vais interdire ces fêtes-là. Donc du coup les gens pouvaient, parce qu'évidemment c'est un jour où tout le monde pouvait dire tout et n'importe quoi sur tout le monde, ce qui fait parfois du bien. donc en mettant la soupape, en fermant la marmite à force de blocs de béton, la marmite elle explose. Donc dans cette tradition-là, d'ailleurs, le carnaval de Aalst, c'est encore avec des... Oui, il y a certaines villes comme Aalst ou Dunkerque dans le nord. Oui, qui reprennent des thèmes politiques et font des maquettes avec des... Oui, ils vont chanter dans la rue, il y a des chorales dans la rue. Et donc, il y a des... Voilà. Verhofstadt, à l'époque... À l'époque, on pouvait encore s'amuser sans se saouler la gueule. Et on peut penser qu'il y a bon espoir qu'on pourrait y revenir. donc là, vous voyez donc dans la vie urbaine le reflet. Disons, Bosch, c'est déjà un petit peu plus tard, bien sûr, parce que là, on était quand même encore au début à la fin du 14e, début du 15e siècle. Tandis que Bosch, vous êtes quand même déjà entré dans le 16e siècle. Mais vous avez aussi cette transition, de la même façon que vous voyez ça si vous lisez La Nef des Fous de Sébastien Brandt, qui est encore très dans l'esprit des Frères de la vie commune, qui va aussi avec Erasme, c'est vraiment dans le sens que l'homme, disons, pour libérer l'homme, il faut qu'il soit capable de rire de ses propres bêtises, et que ce qui était avant vu comme un péché où il fallait expier, on le voit tout simplement comme de la connerie, et qu'une fois qu'on a bien rigolé avec, on peut passer à autre chose et s'en débarrasser. Alors, continuons. Alors ici, vous avez donc... c'est pas encore le développement de notre mouvement ici, mais j'aimerais bien qu'on puisse y aller rapidement. Donc ça, c'était leur réseau qu'ils ont mis sur pied. Donc vous voyez les centres rouges, donc Deventer, 1384, donc il reste un bâtiment là-haut, donc ça c'est au Mont Sainte-Agnès, donc à Deventer. C'est les premières écoles des Frères de la vie commune. Donc après, vous voyez, vous avez les flèches rouges qui partent
à Münster, ce qui est aujourd'hui l'Allemagne. Ça part à différents endroits. Et ensuite, donc, c'est génération par génération. Il y a à chaque fois, donc après, c'est Bois-le-Duc, c'est Liège. Après, c'est à Cologne. Donc, ça va, y compris se répandre en Allemagne. Et bon, j'ai dû couper les flèches, mais il y a des flèches qui vont jusqu'à... Je crois qu'il y en a jusqu'à Kiev. Non, jusqu'en Pologne. Et il y a aussi Wiesbaden. Hein. Je dis ça parce que nous avons nous avons des amis à Wiesbaden. Mais donc ça c'est un peu l'ampleur. Donc c'est devenu un mouvement qui s'est vraiment répandu dans des dizaines de villes où il y a eu des chapitres, donc des sœurs et frères de la vie commune qui ont été créés donc dans toutes ces villes dans cet esprit-là. Alors ce qu'ont fait ces gens-là, c'est que très souvent ils partaient en fait des orphelins, c'est-à-dire ils allaient éduquer les orphelins ou les enfants de familles modestes, notamment à travers des traductions. Donc ils copiaient des livres, ils faisaient des traductions, et après donc à partir du milieu du XVe siècle, ils vont partir à fond la caisse sur l'imprimerie, parce qu'évidemment ils vont répandre, disons, l'idée c'est vraiment de sortir la connaissance, le savoir des abbayes et de le rendre pédagogiquement et physiquement disponible au plus grand nombre. C'est ça faire une renaissance, hein. C'est pas autre chose. Et donc au début ça vivote un peu en conflit donc avec l'église officielle. C'était même, il y a eu toute une bataille, y compris avec Jean Gerson, à savoir si Rusbrook était compatible oui ou non avec la foi catholique. Et pour régulariser un peu la situation, donc, à partir de 1384, c'est un peu plus tard, ça va devenir ils vont se mettre sur la règle augustinienne, en fait. Ils vont adopter la règle d'Augustin pour devenir un ordre religieux, donc, disons, qui est en règle, entre guillemets, avec les autorités religieuses, et de ne pas risquer la persécution, parce que c'est clair que c'est comme tout ce qui est nouveau est toujours mal vu. C'est tout à fait clair que ces gens-là n'étaient pas du tout bien vus au début et que ça a été une bataille extrêmement dure pour s'imposer. Alors, maintenant, donc, si on voit quelques élèves donc célèbres, donc le premier nom que vous voyez souvent dans nos publications, c'est Nicolas de Cuse, qui a été donc un élève. On n'a pas vraiment les preuves matérielles qu'il a été un élève. Ce qu'on sait, c'est qu'il a, à un moment donné, on est quasiment, disons, on a des très fortes... on pense qu'il est un élève, pour plusieurs raisons, notamment sur le fait que donc lui-même a créé la Bursa Cusanus, c'est la bourse... Quand plus tard Nicolas de Cuse devient donc un officiel de l'Église, il va en fait donner une partie de son argent qu'il va envoyer à Deventer pour en fait sponsoriser avec son argent la formation de jeunes et d'orphelins. Et donc il va, avec son argent, donc on va créer donc l'école Saint-Lebouin à Deventer, qui est l'école où Erasme sera donc à l'école. Mais on a aussi une lettre de Wessel Gansfort à Heikius, où Gansfort dit tu sais, moi aussi, j'ai pu aller me rendre dans la bibliothèque de Nicolas de Cuse, j'ai vu tous les bouquins qui sont là-dedans. Donc on a des gens, des frères de la vie commune, qui parlent entre eux en disant tiens, j'ai pu consulter tous les bouquins de Nicolas de Cuse dans sa bibliothèque à lui. Donc on n'a pas trop de mal à prouver que Nicolas de Cuse a été une des figures qui était au centre, qui a été vraiment formé et qui était lui-même donc un des animateurs quelque part de cette mouvance. Donc ici j'ai mis Alexandre Heikius, qui est un autre prof donc d'Erasme dans cette école. C'était le recteur de cette école Saint-Lebouin. J'ai mis Erasme, j'ai mis Jérôme Bosch, qui est dans la congrégation Notre-Dame de Sertorenbosch, mais
à Sertorenbosch, les frères de la vie commune avaient pas mal dégénéré, donc il y avait une autre mouvance ils avaient créé un peu autre chose, mais avec les mêmes. Ils étaient très connectés donc à tout ce mouvement-là. Vous avez en Belgique celui que vous connaissez par sa statue à Ruppelmonde, qui est Mercator, qui a donc inventé la fameuse projection Mercator, qui est aussi un des élèves des frères de la vie commune. Et vous avez alors donc dans la branche des frères de la vie commune de Magdebourg, ex-Allemagne de l'Est. Donc vous avez un autre élève fameux des frères de la vie commune qui s'appelle Luther. Donc comme toujours, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Et évidemment, sur des dizaines, sur plusieurs décennies, voire des siècles, évidemment. C'est faire une pause de 2 secondes, Oui, je change de disque. je finis la phrase. Okay. Donc, ça fait disons, quand une institution doit réussir à continuer à survivre au-delà de la vie des premiers fondateurs, évidemment, ça pose toujours les défis si les gens qui suivent sont vraiment à la hauteur de l'inspiration initiale. Voilà.